En détail pour parler justement de cette génération qui est un petit peu particulière, qui a beaucoup d'idées dans la tête et qui va bousculer les choses. En tout cas, on en saura plus tout à l'heure avec notre invité et surtout la sociologue qui sera avec Yassine Yala. Nous aurons également à parler donc d'une belle découverte géologique, cette fois-ci dans le désert algérien, un arbre tout entier fossilisé. Ça a été une belle découverte, à surtout informer et surtout vulgariser à travers bien sûr les recherches de nos chercheurs, donc géologues, et tous ceux qui vont nous parler d'histoire. Eh bien, Samira Hadjamar, dans sa rubrique Écume et patrimoine, va nous parler donc de cette belle découverte. On aura également à aussi faire un gros plan sur la littérature, la lecture. C'est un concours qui est initié par l'agence de rayonnement culturel, l'ARC, qui donc aujourd'hui nous recevrons à cet effet la chef de service donc du livre au niveau donc de l'agence l'ARC pour nous parler de ce concours de lecture, toute cette fois-ci dédié à Frantz Fanon, un grand militant algérien. Et puis on aura aussi à découvrir Amina Ziri dans sa rubrique patrimoine. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur un artiste et pas des moindres de l'école de Tlemcen, Abdelkrim Dali, Allah yarhamou, 40e anniversaire, 45e anniversaire de son décès. À cet effet, donc elle voulait revenir sur ce grand artiste algérien. Elle sera accompagnée d'un autre mélomane de musique andalouse. Il s'agit donc de Qassem El Hassani, Talal Shaker, qui sera sur notre plateau pour l'accompagner, en parler aussi. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très beau moment en notre compagnie. Et puis bien sûr, Amel Haribi est là pour passer un beau moment. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. Le lundi au soleil. Très bien. Elle a fait des rimes de bon matin, Amel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très nostalgique des années. Ah ouais, les années 70, 80. Avec la musique, bien sûr. Ouais. Comme nous tous. Hein. J'espère qu'en tout cas, vous allez passer un beau moment en notre compagnie. Et puis, on va commencer tout de suite avec la météo. Allons-y. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Voilà, on en aura bientôt fini avec Mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Exactement, c'est Mais bientôt fais la ce fin. qu'il te plaît. Pas forcément pour moi, mais hein. On essaye de suivre les adages. On essaye. Mais sinon, vous dites qu'après les 22 degrés d'hier, aujourd'hui, ça va C'est la même monter. chose. Pareil. Mais remonter toujours à l'ouest. Hein. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, prudence. Ouais, Tout doux. tout doux, tout doux. Allez, on vous Tranquille. écoute. Merci Abel. Bonjour à tous et bon réveil. Et bien pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé, mais plus près des côtes ouest avec des vents forts qui peuvent arriver parfois jusqu'à 60 km/h. Ailleurs, eh bien, on aura des passages nuageux, mais plus vers le centre et l'est du pays. Ces nuages peuvent donner quelques gouttelettes vers l'intérieur et le plateau centre, également près des côtes. Et ces pluies seront parfois sous forme d'averses orageuses, mais plus sur les hauts plateaux et les Aurès. Durant l'après-midi, la moitié sud, rien à signaler. Un ciel généralement dégagé sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, l'extrême sud, le Égard, le Tassili, avec toutefois des monts de sable vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Eh bien, les températures, elles sont plutôt agréables par endroits, mais plutôt élevées par d'autres, mais plus vers l'ouest. Le maximum 29 degrés Tlemcen et Olizane, 24 à Oran et El Biod, 22 degrés Alger, Annaba, également Djelfa, 21 à Tizi Ouzou, également 20 degrés à Batna, au sud 34 degrés à Béchar, 29 Gardaya, 34 degrés du côté de Biskra et Lizi, 36 Janet, 39 degrés à Tindouf, également à Drar, et 42 à 43 degrés Bodj Bedjourtar et Gazan. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera très agitée sur les côtes ouest, peu agitée sur les côtes centre et est avec des vents forts à l'ouest jusqu'à 60 km/h et les vents sont de secteur nord-est, faibles sur les côtes centre 10 à 20 km/h et les vents seront variables et jusqu'à 30 km/h sur les côtes est et les vents sont de secteur ouest. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Et oui, le soleil se couchera aujourd'hui vers 19h34 et pour plus d'informations, eh bien, vous pouvez consultez les sites de Météo Algérie. Eh bien, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية.
موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur la température. Et bien sûr, le ciel sera clément aujourd'hui, encore une fois, avec vous, Amel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on vous dit bonne journée. Merci. Et puis reposez-vous bien demain après-demain. Ouais, Inch'Allah. En attendant de vous retrouver. Rendez-vous vendredi. Voilà, dès vendredi. En tout cas, vous continuerez à nous donner les nouvelles du ciel à partir de midi et 19h juste après les journaux télévisés. Bien sûr, et puis on vous laisse repartir en musique, avec plaisir. La tradition le veut, dans Bonjour d'Algérie. J'adore. Allez, une belle chanson. Celui qu'on aime bien, c'est Abdelwahab Jazouli avec cette belle balade musicale qui nous fait donc une petite nostalgie, une petite évasion très douce avec bien sûr cette chanson Ya Najma. On se retrouve juste après. البارح كنت معايا بعيوني ننظر ليك في ليلة من الليالي الهلالي غير عليك داني هواك وزينك اخطف عقلي وسحرني الريح جاي يرفدني في منام وصلني تمنيت حد ما يفيقني وتمنيت حد ما يفيقني يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا غبتي ما وليتي رحلتي ما سقسيتي غبتي ما وليتي رحلتي ما سقسيتي حتى القمر نسيتي وعلاش غدارة حتى القمر نسيتي وعلاش غدارة يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا سقسيت عليك اسمع وسهرت عليك ليالي لا جواب ولا كلمة ما عاد النوم يحلالي سقسيت عليك اسمع وسهرت عليك ليالي لا جواب ولا كلمة ما عاد النوم يحلالي نهار يضمن النهار لياس نقطع من بالي حتى طاح السيطار وعرفت منين بلاني نهار يضمن النهار لياس نقطع من بالي حتى طاح السيطار وعرفت منين بلاني يا نجمة يلي في السما عليا يا نجمة يلي في السما عليا ما بقاو غير ذكريات راحوا دوك اليامات صورتك وريحتك دايما في البال يا نسمة صيف يلي سومك غالي تبقاي انتي ضوية في سماك العالي يحميك مولانا الغالي يحميك مولانا الغالي يا نجمة اللي في السما عليا يا نجمة اللي في السما عليا Voilà, belle balade musicale avec Abdelwahab Jazouli et on l'accueille comme chaque lundi et chaque samedi. Il revient nous donner quelques conseils de vie professionnelle, bien sûr, et parler de ce qu'il faut
comment il faut se comporter. Bonjour Yacine. Bonjour Amal. Comment ça va? Très bien et vous? Très bien, vous êtes en Alhamdulillah. forme? En forme comme tous les lundis et comme tous les jours. Comme Voilà. tous les jours, comme tous les jours. Et je l'avais annoncé, on allait donc évoquer aujourd'hui une génération qui est appelée génération Z. Voilà. Et leur arrivée dans le monde du travail, C'est justement. ça. Alors, c'est la génération Z. Z, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette génération qui est née entre 1997 et 2010 et qui commence à entrer dans le monde du travail. Tout à fait. Pas ceux qui sont nés en 2010, ils sont encore jeunes, Oui. mais ceux qui sont nés en 97, 98, 99, 2000 et peut-être même un peu plus, ont intégré le monde du travail. Très bien, on va en parler en détail juste après cela. Alors, et puis la génération Z, finalement, nous, on fait partie de la génération, par exemple, moi, X, c'est Oui, ça? oui, moi aussi, je suis un X. Ah, d'accord. Voilà, je suis génération X. Voilà. C'est la vieille génération qui avait des principes, peut-être, plus ou moins. Aujourd'hui, Enfin, toutes on les- va tout Voilà, dévoiler. on va voir ça. Mais aujourd'hui, on va plus s'intéresser à l'entrée, à l'arrivée de la génération Z dans le monde du travail. Comme on le disait, c'est la génération qui est née entre 1997 et 2010. Et on dit que cette génération ne ressemble à aucune autre génération. Elle casserait les codes, elle questionnerait l'autorité, elle chercherait du sens au travail. On va parler justement du sens donné au travail. Bref, elle oblige le monde du travail à se réinventer. Voilà. Donc, qui sont ces jeunes? Que veulent-ils vraiment? Et comment les intégrer dans nos entreprises sans qu'il y ait Bien ce sûr. qu'on appelle Le choc. de choc ou de conflit intergénérationnel, comme on dit. Si conflit intergénérationnel il y a, voilà. Et pour en parler aujourd'hui, je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul, c'est une première. Voilà, Vous êtes accompagné d'une sociologue. je suis accompagné d'une sociologue, Madame Boussel Ibtissam. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour Bonjour. l'invitation, Yacine et Amel. Et je suis ravie je suis pour la première fois sur le plateau de Bonjour Eh d'Algérie. ben, on est Donc, ravis. c'est un honneur. Pas la première fois sur Canal Algérie, mais la première Voilà, fois sur dans Bonjour d'Algérie. Très Exactement, souriante, oui. avec des hommes positifs. Elle est pleine Merci. de fraîcheur, en tout cas. Et elle va nous apporter, bien Oui. sûr, beaucoup d'informations Oui. concernant ces On va générations. essayer de faire honneur justement avec l'énergie positive, avec la fraîcheur à cette génération Z, justement. Voilà, tout à Il fait. faudrait qu'on soit sur le même tempo. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va peut-être parler un petit peu de cette génération. Oui. Vous allez nous dresser le portrait de cette génération. Qu'est-ce Voilà, que donc, c'est qu'une génération Z? Vous savez, en préparant l'émission, donc je disais tout à l'heure à Yacine, en fait, je fus une génération Z sans l'être. Alors, Parce vous qu'en avez fait, glissé. oui, en fait, parce que c'est un mindset, c'est une mentalité, c'est une façon C'est de vrai. voir les choses. Quand Absolument. on parle de oui, c'est une génération, ils sont nés entre 97, voilà, c'est 2010. plutôt 97 et 2010 exactement. Mais c'est beaucoup plus une mindset, une façon de voir les choses nouvelle. Parce que je disais pourquoi je me retrouve en fait dans la génération Z, parce que moi je changeais beaucoup d'emploi. Je pensais à mon bien-être, voilà, je me formais beaucoup. J'étais très dans la flexibilité, j'aimais bien la flexibilité. Je pense que c'est des repères ou bien des choses qu'on retrouve chez cette génération Z. Donc en fait c'est une génération qui est née et qui a grandi avec la technologie. Contrairement aux autres générations qui sont peut-être nées et pas grandi avec, n'ont pas grandi avec la technologie, ils l'ont connue après. La génération Z, non. Donc, qui dit technologie, dit rapidité, dit vraiment, on veut avoir l'information tout de suite, etc. Ils sont aussi hyper connectés. Voilà, ils sont Très hyper, super connectés. connectés. Voilà. Et en plus, la technologie qu'ils ont connue, ce n'est pas l'ancienne technologie. Donc maintenant, il y a les réseaux sociaux et qui sont diversifiés. Voilà. Donc il y a beaucoup de... Il n'y a pas un seul. Donc C'est ça. voilà, il y a l'intelligence artificielle. Oui. Vous voyez, donc ça en Ça fait... va Exactement, vite. ça va très vite. Et est-ce que donc dans le cadre de travail, on arrive à suivre cette vitesse? C'est la question. C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Qu'on doit Est-ce se poser. que justement, nous, on arrive à les suivre? Est-ce que nous, on C'est arrive... plutôt, voilà. eux Alors, qui, il y a des mots qui reviennent concernant cette génération. Donc, gâté, trop, voilà, trop, ils vont trop vite, etc. Il y a des mots peut-être qui ne sont pas forcément Ils positifs. sont pressés. Ils sont pressés, voilà. Mais si on réfléchit
dis bien, si on va bien explorer dans le monde du travail le potentiel de la génération Z, je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses positives. Voilà, alors Yacine va nous dire justement quel est le rapport dans le monde du travail avec cette génération, quel rapport ils ont avec le travail aujourd'hui. Alors justement, moi ce que j'observe Vous les rencontrez souvent, hein? Oui, je les rencontre tout le temps, tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Oui. Et ce que j'observe en tant que professionnel des ressources humaines, c'est que dans le monde du travail et sur le terrain, il y a un véritable changement. Alors je m'explique. Alors nous, les générations précédentes, les générations Y et la génération X, ont cherché d'abord un salaire, une stabilité, la sécurité de l'emploi, la pérennité du travail. On n'aimait pas trop changer, on était plus dans une logique de je vais rester 20 ans, 25 ans, peut-être jusqu'à la retraite dans la même entreprise. On n'aime toujours pas changer, hein. Ça change On pas. n'aime toujours pas changer. La génération par contre, ils sont carrément à l'opposé. Alors, ce que la génération Z cherche aujourd'hui, c'est la reconnaissance rapide, c'est une évolution rapide aussi, c'est une ambiance de travail humaine, mais aussi le sens au travail. Ça veut dire quoi le sens au travail? On en parle beaucoup ces dernières années. Alors, pour illustrer justement ce concept de sens donné au travail, je vais raconter une petite histoire vraiment de manière très succincte. Alors, il y a un homme qui marche, qui se balade dans la rue et qui rencontre trois hommes qui étaient en train de faire quelque chose. Il leur dit bonjour, vous faites quoi? Alors, le premier répond je gagne ma vie. Le deuxième dit je facilite le travail de mes collègues. Et le troisième dit je construis une maison. Alors, même question posée, mais vous avez trois réponses différentes, trois perceptions différentes. Le premier qui dit moi je gagne ma vie. Donc, ce qui est important pour cette personne, ce que cette personne valorise, c'est la contrepartie financière. Oui. La deuxième personne, je facilite le travail de mes collègues, c'est l'équipe, l'action collective, la collégialité, l'ambiance de travail humaine, comme le disait Etisam il y a un moment. Et la troisième réponse, je construis une maison, c'est une réponse beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire c'est la finalité, c'est l'œuvre, c'est l'aboutissement de mon travail, l'aboutissement de mon projet. Et ce sont ces trois composantes, ces trois ingrédients, contrepartie financière plus ou moins décente qui te permet de vivre de manière décente, une action collective, une ambiance de travail humaine et l'aboutissement de mon projet qui font le sens au travail qui est important pour la génération Z. Pour la génération Z, exactement. Alors, comme je le disais, on n'est plus dans cette logique de je vais rester 20 ans dans la même boîte. On est plus dans la logique avec la génération Z, je veux évoluer, je veux progresser, sinon je pars. C'est ça, ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Et justement, nous, en tant que professionnels des ressources humaines, mais pas que, même les responsables directs de ces personnes-là, issues de la génération Z, ça peut être déroutant parce qu'ils peuvent percevoir ça comme une frivolité, comme une volatilité. Alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est juste un rejet du statu quo. Je rejette le statu quo, je rejette ce qui... Je veux travailler à ma façon. À ma façon, voilà, aussi. Voilà. Eux, si je peux me permettre, ils sont aussi ouverts sur tout ce qui est bien-être, santé mentale, etc. C'est des choses dont on ne parlait pas vraiment par rapport aux anciennes générations. On n'accordait pas beaucoup, c'est pas qu'on n'accordait pas, c'était pas aussi important, aussi accessible que maintenant. Maintenant, on parle beaucoup de santé mentale, beaucoup de bien-être, beaucoup d'émotions, de burn-out, alors qu'on n'en parlait pas du tout. On ne savait même pas ce que c'était. On ne savait même pas. Voilà, tu es fatigué, prends un congé, reviens vite. Voilà. Maintenant, ces mots, en fait, ils connaissent ces mots et ils savent placer ces mots dans leur contexte parce qu'ils ont de communication, de gestion du stress, d'empathie, voilà. D'ailleurs, c'est des choses maintenant qu'on fait dans les formations, voilà, on les fait dans les formations interentreprises, vous voyez. Ils savent pas ce que c'est que zone de confort, par exemple. Voilà, la zone de confort. Comment quitter sa zone de confort? En fait, ce n'est pas un problème pour un Z. Avant, c'était comment trouver un emploi stable. Maintenant, c'est comment quitter sa zone de confort. Exactement. Alors, un exemple concret, justement, pour parler de ce choc entre générations dans l'entreprise. Alors, il y a plein d'exemples. Il y a par exemple le jeune de la génération Zenzi qui dit, moi, à 5 heures, je pars. Moi, les heures supplémentaires, moi, je ne vois pas pourquoi je resterai... voilà, moi, j'ai une vie privée. Moi, j'ai une famille. Voilà, il y a une vie après le travail. Alors que nous, on n'avait aucun problème à se réfugier dans le travail. Voilà. Incroyable. Voilà, donc, et ça peut choquer. Mais c'est pour ça que le mentorat et le coaching en entreprise, je pense que c'est important.
parce qu'en fait, ça va permettre de valoriser pour le manager d'être beaucoup plus à l'aise avec cette Gen Z, de comprendre la nouvelle génération et surtout de pouvoir tirer le meilleur de cette génération. Donc, le coaching, c'est quoi de manière générale? C'est tirer voilà, le potentiel, que ce soit du manager de la génération Z, et le mentorat, c'est de faire bénéficier la nouvelle génération de l'expérience. Et là, je pense que c'est un travail gagnant-gagnant. Voilà. Il faut le dire, c'est-à-dire qu'eux, ils sont plus habiles sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup plus de facilité. Exactement. C'est un bel échange qu'on pourrait apporter Pourquoi ne pas tirer génération. Profit? Pourquoi ne pas tirer profit? Donc, les deux peuvent être gagnants si... C'est du win-win. Voilà, exactement. Alors, le défi pour les employeurs algériens, comment ça se figure aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. C'est un excellent point, c'est une excellente question. Alors aujourd'hui, on le sait tous, certaines entreprises algériennes sont encore dans une optique, dans une logique très verticale. Le feedback, à faire des chiffres. Voilà, dans une logique très verticale, très hiérarchique. Le feedback est limité, ce qui va justement à l'encontre de ce que veut la génération Z. La génération Z, elle veut du feedback, elle veut du coaching, comme le disait Ebtissam, elle veut de la transparence, beaucoup plus de communication. Donc aussi, les défis pour les employeurs aujourd'hui algériens, entre autres, mais dans le monde, mais je parle notamment de l'Algérie, c'est premièrement de moderniser nos modes opératoires et de moderniser nos process de travail, c'est-à-dire digitaliser, numériser. Voilà. Et les Gen Z ne sont plus dans cette optique de papier, etc. On est plus dans ces concepts de numérisation, digitalisation. Et il faut accélérer justement dans la digitalisation de nos process et de nos modes opératoires, conformément. Et tant mieux. Et c'est aussi les instructions du président de la République qui avait exhorté toutes les entreprises, justement, notamment à se mettre au diapason, de plus vite, et à accélérer justement les process de digitalisation. Moins de bureaucratie. Et tout ça, ils ne connaissent pas, hein, la bureaucratie. La bureaucratie, c'est toujours quelque chose qui n'arrive pas vraiment à admettre et à intégrer. Aussi, travailler sur la communication, comme le disait aussi Ebtissam, être clair, être transparent, offrir aussi des formations et aussi proposer des missions qui ont de l'impact. Parce que la génération Z ne veut pas uniquement travailler, elle veut contribuer. D'accord, c'est bon. C'est la contribution. Ce n'est pas travailler uniquement et prendre mon salaire, je veux contribuer, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Oui. C'est magnifique, voilà. ça. C'est ça. Ça, c'est un bon début pour une génération. D'ailleurs, en parlant de contribution, vraiment, c'est un point très important que tu viens de mentionner. Parce qu'en fait, vous savez, même les nouveaux, les startups et tout, les nouveaux projets, que ce soit startup, que ce soit micro-entreprise, les jeunes qui adhèrent à ces projets, c'est généralement des projets à valeur ajoutée sociale. Et ça, personne ne leur a rien demandé. Hein. C'est par exemple des applications d'apprentissage, c'est des choses comme ça, des applications qui permettent aux adolescents de rester, d'apprendre au lieu d'aller par-ci, par-là. C'est vraiment ça crée de l'emploi aussi. Ça crée de l'emploi. On l'a vu durant le Covid, d'ailleurs. Exactement. Donc, on voit, exactement, on l'a vu durant le Covid. Cet élan de solidarité, de créativité, en fait, c'est des jeunes qui mettent leur créativité au service de la société. Et ça, ils le font parce qu'ils veulent donner du sens à ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Il faut exploiter ce point-là. Ce filon, on va dire. Alors, le zoom sur l'Algérie, vous le disiez, c'est un bon point. C'est un bon point, c'est un bon point. Donc, digitaliser les process, moderniser les process, être beaucoup plus transparent, beaucoup plus axé sur la communication et proposer des missions qui ont plus d'impact parce qu'ils veulent plus contribuer que de travailler uniquement. D'accord. Voilà. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour nous, puisque bon, ça y est, on cède la place à la jeune génération, qui est une génération on prépare la relève fraîche, aussi. On prépare la relève très fraîche, avec son temps aussi. On prépare la relève et on fait en sorte que cette relève, elle soit bien, parce qu'on fait aussi bénéficier la nouvelle génération de notre expertise, de notre expérience, vraiment. Hein, et c'est pour ça, la transmission, c'est pour ça qu'il faut vraiment, ça c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut être dans la bienveillance et dans le non-jugement, parce que c'est le non-jugement qui va nous permettre de voir ce qu'il y a de positif et explorer ce qu'il y a de positif. Donc vraiment, c'est la bienveillance, parce que si on se dit moi à mon époque on n'était pas comme ça, eux ils sont trop gâtés,
c'est vrai que parfois, voilà, on est des êtres humains, on le pense, mais si la on comparaison, fait, c'est la comparaison, c'est voilà, le non, truc, assez souvent c'est humain, on veut c'est comparer. humain, Voilà. c'est tout ce qui est On veut comparer. intergénérationnel, c'est très bien. Alors je me dis, pourquoi ne pas tirer profit de ce qu'il y a de bien de cette nouvelle génération et tirer profit de ce que moi, ma génération, a apporté de bien. Voilà, comme ça on fait du win-win. Est-ce qu'on se sent un petit peu dépassé quelquefois ou pas? Non. Personnellement, je ne me sens pas dépassé. Alors, voilà, parce que j'ai aussi, voilà, j'ai aussi. Emboîtez le pas. Voilà, cette, exactement. Voilà, c'est ce que j'ai fait. génération, Voilà, j'ai commencé à cette utiliser. nouvelle technologie. J'ai commencé à utiliser l'outil informatique très tôt, les réseaux sociaux aussi très tôt. Et puis je ne suis pas si vieux que ça. Je fais partie de la génération X, c'est vrai, mais j'ai travaillé avec les Y et en fait, et je les vais vous Z. donner un exemple pour emboîter le pas sur ce que disait Yassine. Parfois, les enseignants et les formateurs aussi, ils se disent les nouvelles générations, ils utilisent l'intelligence artificielle, ils copient tout, ça n'a aucun sens. Après, une fois, j'ai dit à ma collègue, vous savez que moi, je leur apprends à utiliser l'intelligence artificielle. Comme ça, ils vont bien l'utiliser. À bon escient. Et c'est vrai que ça fait peur un petit peu. Hein. Voilà. Ces nouvelles technologies qui sont à double tranchant. C'est aussi une façon de voir les choses. Pourquoi moi, je n'apprendrai pas à la Gen Z comment utiliser à bon escient l'intelligence artificielle. Voilà, l'utiliser avec intelligence. Voilà, par exemple. C'est en fait ça. Voilà. En tout cas, c'est une bonne thématique que vous nous avez offerte ce matin, pour pouvoir parler bien sûr de cette génération qui vient prendre le pas à l'ancienne génération et qui va encore une fois donner un boost pour le développement bien sûr de notre pays encore une fois. Voilà. Absolument, c'est une génération qui est porteuse d'un énorme potentiel. Oui. C'est ça, Inch'Allah. En tout cas, on leur souhaite bonne chance et puis on leur laisse la place, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup Yassine. Je vous en prie Amel, merci à vous et merci à Ibtissam aussi de nous avoir honorés. Merci Yassine. Voilà, très sympathique en tout cas. Pour parler donc de la sociologie, c'est important dans un pays de pouvoir évoquer justement la place donc, de cette génération Z dans la société. L'aider à évoluer et apporter, apporter du plus à la société. Tout à fait. On rappelle que vous êtes aussi chroniqueuse dans l'émission. Voilà, bon, j'interviens dans la famille, voilà, l'émission Ma famille, ma vie, voilà, on parle de sociologie, de société, d'emploi, d'entrepreneuriat également, voilà, on évoque tous ces sujets-là. Très bien, mais on pourra vous suivre. Merci beaucoup Ibtissam, bonne journée. Merci à Yassine. Je t'en prie. On se retrouvera bien sûr samedi et lundi, voilà, avec des thématiques, Inch'Allah, qui seront intéressantes. Tout à fait. Eh bien, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. C'est l'initiation des enfants à l'équitation. C'est un reportage signé Badia Amarni. En plein désert de Mnira, des enfants et des adolescents s'adonnent à cœur joie à leur passion, l'équitation. Dans les dunes et en fin de journée, nous les avons rencontrés en train de galoper sur leurs chevaux sous l'œil percutant de leur moniteur. J'aime l'équitation depuis toute petite et à ce jour, d'ailleurs, mon souhait est de participer à des compétitions. Lorsque j'étais petit, j'aimais les chevaux. En grandissant, j'ai décidé d'intégrer ce club pour tout apprendre de cette discipline. Je suis en train d'apprendre l'équitation. Mon rêve est de devenir une championne. Ces enfants sont initiés à l'équitation depuis leur jeune âge. En plus d'apprendre à monter à cheval, ils apprennent aussi l'art de la fantasia, tradition équestre ancestrale. J'ai développé ma passion pour les chevaux dès mon jeune âge. J'ai eu l'idée de fonder ce club en 2014, j'ai obtenu mon agrément en 2016 et j'ai commencé mon activité avec les courses à chevaux. J'ai ensuite commencé à former des enfants et des adolescents en équitation et en fantasia. Ils sont âgés de 6 à 20 ans. Nous avons participé à de nombreuses compétitions et nous avons décroché plusieurs prix à Al-Bayed, Ourgla et à Adrar. Nous avons aussi participé en 2018 à un festival de fantasia à Alger à l'occasion du 5 juillet. Nous avons beaucoup d'ambition de faire aimer ce sport aux enfants et surtout prendre part à des compétitions nationales et internationales. Ces jeunes de Mnira adorent monter à cheval. Ils rêvent même de faire des carrières, pourquoi pas internationales.
ولا شاف زيد الخيل يتمختر بيا بتكوني علاز مع خوتنا الشاش عياد بزردي وشد عربية وسرج المجبود مثل ما يسعى. Magnifique paysage quand on voit bien sûr le désert algérien et surtout avec la fantasia. Et pourquoi avec l'équitation, ça donne envie, hein. Quand on voit les chevaux, ça donne envie tout de suite. N'est-ce pas, Samira? Oui. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ça donne envie, exactement. Le désert et la fantasia. Oui, magnifique. Bon, ça c'est l'équitation, c'est pas la fantasia, mais ça pourrait être, hein. En tout cas, on a toujours plaisir aussi à recevoir nos invités. C'est Fouzia Wanoufi, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la chef, avec deux F, la chef donc de service livres et documentation au niveau de l'agence de rayonnement culturel algérienne de rayonnement culturel, l'ARC. Et vous êtes là pour nous parler d'un championnat de lecture. Voilà. C'est intéressant, c'est la 2e édition. Exactement. Ouais. On va en parler dans un moment. Oui, bien sûr, vous allez pouvoir tout développer. Mais avant, on va commencer aussi par notre amie Samira qui, dans sa rubrique Écume et patrimoine, aujourd'hui va nous parler d'une très belle découverte, géologique cette fois-ci. Allez, on y va. Alors, on a l'habitude d'entendre parler de fossiles, fossiles, coquillages fossilisés, animaux fossilisés, etc. Mais un arbre entier fossile. Même des squelettes d'ailleurs. Hein, il y a des squelettes, on peut le voir au musée de Tipaza. Il y a un très joli arbre fossilisé, découvert. C'est incroyable. Oui, le plus grand, pour l'instant. Voilà. Probablement le plus grand. On va utiliser probablement parce que c'est toujours en cours d'analyse. D'accord. Il y a des études qui doivent être faites sur la matière, sur le site. Et une publication doit suivre, c'est obligatoire, pour identifier, pour confirmer, on va dire, toutes ces informations. Et dater, surtout. Dater, oui, mais on sait déjà que ça remonte à des milliers d'années. Voilà, voire des millions. Hein. C'est très possible, puisque on sait que, par exemple, en Indonésie, le sujet, c'est le bois pétrifié, ou arbre pétrifié, c'est la même chose. En Indonésie, par exemple, c'est daté jusqu'à 25 millions d'années. Donc c'est quelque chose de très ancien, et déjà pour qu'une pétrification, donc pour le bois pétrifié, pour qu'elle soit, on va dire, effective, il faudrait une centaine d'années, donc un siècle. Mais ça peut se faire au fur et à mesure. C'est un arbre pétrifié, il faut que ça dépasse du bois pétrifié, ou arbre pétrifié, ou forêt pétrifiée. Carrément. Parce qu'il y a des forêts pétrifiées. En Algérie, on en a. On en a à Tamanrasset, on en a à Janet, on peut le voir. Les gens ne se rendent pas compte, ils ont l'impression que c'est de la pierre. C'est vrai. Parce que ça ressemble à Quand j'ai vu l'image pour la première fois, j'ai cru que c'était donc une pierre. Voilà. Ouais. Seulement, c'est du bois. C'est du bois pétrifié. Alors, qu'est-ce que c'est le bois pétrifié? C'est du bois fossilisé ou de la matière organique. Et ça se transforme en minéraux. Donc, c'est, voilà, ce qu'on voit, je pense que c'est Janet, c'est à Janet. Ou Ain Salah. Alors, Ain Salah, précisément à Inghar, c'est considéré, sur la route de Rguen, c'est considéré comme l'un des plus grands gisements, peut-être au monde. D'accord. Voilà, donc malheureusement, c'est on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas très étudié, qui n'est pas très... Mais bon, il y a des gens qui travaillent dessus. Oui. Et pour la découverte qui a eu lieu à Ain Safra, dans la wilaya de Naama, c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui. Le bois pétrifié qui a été découvert par les enfants, bien sûr, de la région, par des gens qui explorent en permanence la nature, et confirmé par Abdesmad Derdour, qui est maître de conférence à l'université de Naama. Voilà, donc très belle découverte. Celui qu'on voit, c'est Ain Salah. Celui qu'on a vu au départ, c'était Ain Safra. Ain Safra est connu déjà pour ses stations de gravure rupestre. Il y en a des centaines, il y en a beaucoup encore à découvrir. C'est une région très très riche en patrimoine. Voilà. C'est un patrimoine à ciel ouvert, comme on dirait. Hein. C'est un musée à ciel ouvert. C'est un musée. Exactement. Un musée. Alors, on sait que, par exemple, pour savoir que c'est un arbre, c'est des stries, hein, parce que je pense que on arrive à voir. C'est beaucoup de choses et beaucoup d'analyses. On peut pas aller. On peut à l'œil nu.
voilà, découvrir la composition. On sait par exemple aux États-Unis qu'il existe des forêts qui sont du bois pétrifié qui est rouge. Voilà. Donc le rouge correspond à du fer oxydé, pardon. Donc il est ou rouge ou rose, c'est très joli. Ça existe en bleu, ça existe en blanc, ça existe dans toutes les couleurs de la nature, parce que ce sont les couleurs de la nature. Et pourquoi il est prisé, le bois? Il est prisé par les collectionneurs et les bijoutiers, parce qu'on peut en faire des bijoux. C'est utilisé dans l'horlogerie et c'est utilisé aussi dans les bijoux. Il y a des bracelets qui... C'est encore une fois une autre valeur. Le bois flotté... C'est-à-dire que le bois toujours attiré, c'est un minerai, on va dire, précieux. Le bois flotté est beaucoup utilisé dans le handmade, c'est ça? Les artisans l'utilisent pour faire des objets, mais le bois pétrifié est encore plus solide que ça, puisque c'est quelque chose qui a été recouvert par des sédiments pendant des centaines d'années. Il ne s'effrite pas. Il faut vraiment... on va dire taper dessus ou utiliser du matériel. Je serais curieuse de voir ça en bijouterie ou en horlogerie. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bijoux. Peut-être que les gens, c'est pas très connu, mais il y en a beaucoup. Voilà. Mais normalement, ça devrait être protégé. Ça devrait être protégé. Non, mais devine, que ça soit protégé. Donc, on ne l'utiliserait pas en bijouterie. Que ça soit protégé, ça soit classé. Mais oui, mais bien sûr. C'est du patrimoine. C'est quelque chose de précieux. Il y a des gens qui travaillent avec les collectionneurs. Donc, l'idéal, ce serait que... déjà, ça peut être une halte touristique, donc culturelle. Et puis, c'est quoi le bois pétrifié? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut imaginer qu'il y avait des arbres à Nsfra. On peut imaginer qu'il y avait une forêt tropicale. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il y avait. Il y avait une savane, en fait. Il y avait une vie. Donc, le bois pétrifié raconte l'histoire de la Terre. C'est de la géologie. Et il y a beaucoup de dépôts on peut retrouver des arbres qui n'existent pas aujourd'hui. C'est ce qui se passe. On peut retrouver des dépôts, on va dire organiques, d'animaux, d'insectes, de choses qui n'existent plus aujourd'hui. On pense qu'aujourd'hui, les chercheurs vont carrément chercher vers les fossiles pour pouvoir, travailler sur la génétique aujourd'hui. Et l'exemple le plus basique, c'est le blé. C'est ça. Puisque le blé a été modifié. Ils font des banques de graines, justement, pour essayer de conserver, on va dire, l'originel, la graine originelle. Je crois que la fiction rattrape la réalité aujourd'hui quand on pense que, quand on voit les films où il y avait des dinosaures, à travers un moustique, on arrive à reconstituer toute une génétique. Nama est connu pour les dinosaures. Il y a eu des traces. Il y a un musée du dinosaure qui est pas très loin. Et donc des traces de dinosaures, il y a des choses qui sont racontées sur la pierre, dans le sable. Et les changements climatiques nous permettent, puisqu'à chaque fois qu'il pleut, Nsfra est connu pour la neige, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le désert, plus recouvert de... Oui. Sur les dunes dorées, on voit de la neige. Donc à chaque fois, c'est quelque chose qui fascine autant les touristes que les nationaux. C'est ça. En tout cas, cette découverte est arrivée à point nommé avec le mois du patrimoine. Voilà. Donc on dit qu'il y aura des analyses, il y aura une étude et surtout il y aura une publication qui va suivre pour confirmer ces données. Pour l'instant, ils disent probablement que c'est l'un des plus grands arbres pétrifiés découverts en Afrique. Mais à chaque découverte, il y a de nouvelles données. Tout ce qui a été découvert au 19e ou au 20e siècle, aujourd'hui, est remis en question parce qu'il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles données, et puis il y a notre savoir qui permet d'être plus précis. L'intelligence artificielle aide aussi. Énormément. On l'a dit d'ailleurs, c'est la thématique de cette année pour le mois du patrimoine. Et puis surtout, le plus important, c'est d'avoir un data center et d'entrer des données sur le patrimoine. Et puis ça reste pour l'éternité. Voilà. Dans un moment, vous allez nous donner quelques programmes peut-être de visite de musée pour le mois du patrimoine. Mais sinon, on va donner aussi la parole à notre invité. L'agence du rayonnement culturel. Oui, l'agence de rayonnement culturel pour nous parler bien sûr de cette belle initiative, la deuxième édition du fameux championnat de lecture, comme on l'appelle, le concours aussi de lecture. Samira est une boulimique des livres, ça je peux vous le dire, elle adore. Voilà. Voilà, elle pourrait participer à ce concours de lecture, sauf que c'est peut-être... c'est pour les jeunes. C'est une jeune. C'est une jeune Samira et elle adore la lecture. On va pouvoir nous parler un petit peu de ces justement conditions
conditions de participation? Allez-y. Alors, comme vous venez de le dire, c'est un concours national de lecture. Dans sa deuxième édition, nous l'avons dédié à Frantz Fanon. Comme vous savez tous, on célèbre aussi le 70e anniversaire de l'indépendance, du déclenchement de la guerre de libération. Et voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'initier, de promouvoir et aussi d'exhorter les jeunes à lire pour ces grandes figures dans Frantz Fanon. Donc les conditions, ils sont, j'ai envie de dire, très simples. C'est entre 18 et 35 ans. Il suffit juste de lire. Pour l'appel à candidature, nous avons choisi le titre, comme premier titre, l'an 5 de la Révolution algérienne. Donc il suffit de le lire, d'envoyer un résumé entre 7 et 10 pages qui sera corrigé. Et au fur et à mesure, on va procéder à une élimination. Alors, c'est encore ouvert. Oui, jusqu'au 8. Jusqu'au 8. Mais peut-être que vous allez on va essayer de prolonger un petit peu. Prolonger, oui. 8 mai. Et donc, peut-être que vous prolongerez un petit peu? Oui, parce que quand même, il faut savoir qu'on le sait tous, Frantz Fanon, il n'est pas très simple à lire et chacun le lit à sa façon, donc les résumés, etc. En plus, c'est pour les jeunes. Donc, si on pourrait éventuellement prolonger un petit peu la durée. Pourquoi pas, voilà. En tout cas, c'est intéressant à faire découvrir, vous le disiez tout à l'heure, à la jeune génération, cette figure aussi militante donc, de la cause algérienne, qui était donc psychiatre, médecin psychiatre, qui a exercé bien sûr à Blida, l'hôpital Frantz Fanon, qui porte son nom aujourd'hui, et qui a été donc aussi à l'origine de l'éveil, surtout pour dire que le colonisateur a fait énormément de massacres au point de vue psychologique, au point de vue mental, surtout donc de générations d'Algériens qui ont subi des atrocités durant la guerre. Et ça, c'est l'occasion de pouvoir faire connaître cette figure et montrer aussi qu'il existe encore beaucoup de choses à découvrir sur cette figure. Exactement, l'idée c'est ça. Et puis aussi, à la fin du concours, donc, il y aura un examen oral. Donc voilà, comme vous venez de le dire tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle. Donc là, on pourra savoir si... L'idée, c'est vraiment de ne pas tricher. Et aussi, il y aura une journée d'études sur Frantz Fanon qui sera animée par des spécialistes de Frantz Fanon à l'international. Donc même pour les juristes, ce sont des noms que je ne pourrais pas dévoiler pour le moment, des noms des spécialistes de Frantz Fanon qui ont une renommée internationale. Donc c'est des professeurs, des chercheurs, etc. D'accord. En tout cas, ça reste intéressant comme thématique. Et surtout, alors le concours normalement va s'arrêter, les retenues bien sûr vont s'arrêter le 8. On va un petit peu prolonger peut-être. Pour le premier titre. Mais sinon, pour le résultat final, ça sera au principe on va dire fin septembre. Ah d'accord. Peut-être qu'il faut préciser qu'il n'y a pas qu'un seul titre. Il n'y a pas qu'un seul titre. 4 ou 5, ça dépend selon le rythme des candidats. Donc à chaque étape, il y aura un titre qui vont lire. Par contre, pour les corrections, ça va être de plus en plus serré, on va dire, parce que les premières étapes, on va essayer de faire lire Frantz Fanon au maximum. Après, les barèmes vont changer, mais après, on va publier aussi les barèmes. D'accord. C'est intéressant. C'est la deuxième édition, on va dire. La première, c'était consacrée à Malik Ben Nabi, un penseur algérien aussi, et pas des moindres aussi. Donc, ça a été une belle réussite. Vous avez découvert des pépites. Oui. Alors, pour Malik Ben Nabi, on a eu le temps quand même et on a fait lire 7 titres. Donc voilà, pour les participants, il y avait 200 participants à peu près, les 10 finalistes et les lauréats, les trois lauréats, c'était des doctorants, comme par hasard. De Sétif, Haïda Al-Aïb, il y avait Msaouda de Larwat pour la deuxième. La deuxième position. Après, pour la troisième, c'était pour Solaf Atabi de Tipaza. Elle était docteur aussi. Alger, pour la plupart. Alger, oui. Il y a eu des finalistes, les 10 finalistes, mais voilà. Les lauréats se sont démarqués par leur travail. Exactement. C'est-à-dire même les membres du jury ne les connaissaient pas. Ils les connaissaient juste à travers un code. Jusqu'au jour de l'oral, quoi. D'accord, très bien. Alors sinon, pour ce qui est donc de l'ARC, c'est toujours aussi actif. Il y a toujours de belles rencontres. Il y a toujours une activité riche, peut-être pour le patrimoine aussi.
Alors pour le patrimoine, oui, enfin, on participe au salon de Tunisie, le salon international. Donc il y a eu une grande panoplie de livres qui parlent de patrimoine algérien, d'histoire, de littérature. Donc on participe à Tunis. Alors prochainement, donc le 1er mai, il y aura un spectacle qui mêle musique et art visuel. Donc Lisan Tayr à la salle Ibn Zaidoun. Donc j'invite tout le monde à venir. Et puis il y aura des rencontres, au fur et à mesure, on va publier sur nos réseaux. Très bien, très bien. Et puis il y a l'exposition en ce moment de Himed. Oui, Algérie et mon amour. Donc c'est une exposition de photographie qui a pris des photos sur Alger, sur des... Il y a plein d'expositions photos en ce moment à faire connaître à travers, bien sûr, le Bastion 23, ce marathon de la photographie qui avait été organisé également, une très belle initiative par des photographes et surtout qui permettent donc, à tous ces amoureux de l'objectif de pouvoir immortaliser des moments précis donc, dans la journée de tout notre pays. Voilà. Et participer à ce concours. Samira, vous allez peut-être nous donner quelques rendez-vous et aujourd'hui peut-être aller du patrimoine. Oui, aujourd'hui peut-être aller au musée Mustafa Bacha, donc à la Basse Casbah. Il y a une exposition qui commence aujourd'hui, c'est le musée de la calligraphie, donc c'est certainement en relation avec la calligraphie, mais pas que, ils font beaucoup de choses, des rencontres, voilà. Mais sinon, dans tous les musées, dans toutes les, on va dire les structures du ministère de la Culture, il y a des événements. Il y a des expositions, des rencontres, des conférences aussi autour du patrimoine. Il y a des ateliers vivants, il y a des conférences aussi autour du patrimoine. C'est organisé avec le musée de Sétif. Donc à l'intérieur, c'est très intéressant. Le musée en lui-même, quand on va le visiter, il est exactement. De nombreuses rencontres aussi avec des professionnels qui continuent toujours à faire donc, de la recherche. Le dernier en date, c'était le classement du bijou. Vous en aviez parlé la semaine dernière. C'était c'est pas uniquement le bijou, c'est en fait la pratique, l'ornement, tout ce qui entoure le bijou, le savoir-faire de nos artisans. Exactement, exactement, puisque le bijou accompagne bien sûr la robe kabyle, donc la robe tamazight, et il y a des rituels, il y a des pratiques, il y a des symboliques, et il y a aussi des régions. Il y a Haïti qui est par exemple, on va dire entre guillemets, je m'excuse, la plus connue, c'est celle qui a été le plus étudiée, documentée. Il y a ceux des Aurès, il y a aussi, parce que c'est aussi du bijou kabyle. Et ils sont magnifiques, ceux des Aurès, honnêtement. Ils sont différents, mais ça rejoint le même esprit. De l'argent, c'est le même esprit, c'est vrai. On s'inspire toujours de la nature et de ce qui nous entoure, et puisque les artisans sont d'abord des agriculteurs, sont des gens qui travaillent la terre. C'est quand à un moment, ils ont, on va dire, un peu de temps, un quart de leur temps, ils le consacrent à la création de bijoux à la demande de leurs clients, des gens qui aiment les bijoux en argent, qui parfois sont plus chers que l'or, puisqu'il y a une bourse de l'argent aussi, et selon la nature de l'argent, un bracelet, une bague peut coûter aussi cher que l'or. L'argent devient rare aussi, c'est un luxe. Et bien entendu le corail pour pouvoir faire de somptueux bijoux comme à l'époque aussi. On peut dire que par exemple toute la région de Tamanrasset, Janet, les Aurès, tout ça préfèrent l'argent à l'or. Il y a plus de symbolique à l'argent que l'or. Bon, bien sûr, ça change maintenant parce qu'il y a les traditions telles le mariage, il y a la parure qui est à offrir, etc. C'est tout à fait différent, mais reste, toujours est-il que le bijou de la robe kabyle l'accompagne toujours. Oui, et j'espère que ça persistera. C'est des métiers, on va dire, d'or, puisqu'ils peuvent disparaître si sont transmis de père en fils. C'est un savoir-faire. Ou de mère en fille. Les femmes vendent en général, mais il y a des femmes qui produisent aussi des bijoux en argent. Il y en a de plus en plus maintenant. Les jeunes filles, elles aiment. Mais alors, bon, pas à l'ancienne, c'est modernisé. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Samira pour toutes ces informations. On vous retrouvera dès vendredi prochain avec une autre thématique concernant Écume et Patrimoine, votre rubrique, et surtout le mois du patrimoine. Je rappelle avec nous notre invitée Fouzia Wanoufi, voilà, j'y arrive. Vous êtes donc chef de service livres et documentation au niveau de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC. Et puis on vous dit bonne chance. Merci, vous reviendrez
viendrez pour nous parler des lauréats la prochaine plaisir, du oui, salon avec du plaisir. livre. Et du voilà. salon du livre. Inch'Allah. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Merci. Voilà. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre, justement, en parlant du savoir-faire de nos artisans. Cette fois-ci, gros plan sur un artisan qui travaille à base donc de feuilles de palmier et fabrique donc des œuvres d'art avec ces objets. C'est un reportage signé Naïma Al-Walish. Son atelier est un jardin frais. Mohamed, 48 ans, travaille ici, dans son jardin en plein air, comme le faisaient des années auparavant son père et son grand-père. Et d'ailleurs, notre artisan semble être le dernier des Mohicans, ici à Djennet, ville connue pour ses meubles taillés avec les feuilles de palmier. J'ai commencé depuis mon jeune âge. Je venais ici avec mon feu père qui me donnait des tâches sommaires. Je coupais par-ci, par-là. Petit à petit, j'ai appris le métier. À 16 ans, j'étais un artisan confirmé. Les feuilles de palmier que donne mon jardin ne me suffisent pas. Je suis obligé d'aller acheter ailleurs ou de ramener chez les gens qui sont autour. En hiver, il faut beaucoup de temps pour faire une table, par exemple, parce que le cuir camelin ne se mouille pas facilement. Il faut plusieurs jours pour le ramollir et l'utiliser pour la couture. En été, puisqu'il fait chaud, le cuir nécessite à peine 2 jours pour le voir ramolli. Pour leur donner une forme plus régulière, notre artisan chauffe un peu les palmes courbées avant de les couper, les trouer et en rattacher les bouts à l'aide d'un fil en cuir molli des jours durant dans une mare d'eau. J'ai beaucoup de clients à Djennet et à l'extérieur. Ils viennent de partout me commander des meubles. Je travaille aussi par téléphone. Les campings, les hôtels et les autres structures me passent également commande. Avec ce métier, on peut gagner beaucoup d'argent. Le prix d'une table est fixé selon le métrage. Ça va de 1000 dinars à 3000 dinars l'unité. Je souhaite vivement, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de monter un grand atelier pour enseigner aux jeunes cet artisanat particulier pour qu'ils vivent encore des années. Quoique Mohamed croule sous les commandes, il n'arrive pas à satisfaire tout le monde puisqu'il travaille seul et que les jeunes se détournent de ces métiers ancestraux. Et pourtant, avec l'augmentation du prix du bois, le palmier peut être une véritable alternative pour des produits à 100% écolo et durables, intégrant une économie circulaire. Un travail bien sûr fastidieux, difficile en tout cas, avec beaucoup de volonté. Il y arrive et bien sûr travaille avec la récupération comme vous l'avez pu le voir avec les palmes donc de palmier. Eh bien c'est aussi pour rappel, il y a aussi un autre concours qui est organisé. Cette fois-ci c'est la 14e édition du concours national du jeune architecte. Ça se passe à Annaba. On aura l'occasion d'en reparler bien entendu. Et puis tout de suite on va aller retrouver notre amie Amina Zeri dans sa rubrique patrimoine. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur un artiste, et pas des moindres, Abdelkrim Dali. On en parle dans un tout petit moment, juste après avoir donc apprécié la belle chanson de Dahman Ben Achour. On se retrouve juste après.
قلبه صبي حلاه عالم كنيسي ثوى في حار وخفقين مثل ما لعبت ريح الصبا بالقباسي اشراقت يوم النوى غرار تسلك في ناجي الغرام ربي يا مجيب عبده صبرني على الفرقة يا خلافي وعدو عادني بلا شفقة يا لنا مهما للدمع قدو صارت دمعتي بالدفقة يا لنا وزاد في صوته وزاد في صوته قلب ليس فيه رفقة. C'était donc Abdelkrim Dali, et puis bien avant un prélude aussi de d'Ahmed Ben Achour, Allah yarhamhum Kamel, et puis Abdelkrim Dali, bien sûr, pour pouvoir en parler ce matin. Avec nous, donc, Amina Zeri. Bonjour Amina. Bonjour, ça va? Très bien. Et la vous? vie en rose, hein? Bah oui, et vous, c'est la vie en rouge. Alors, aujourd'hui, on va parler donc des grands noms donc, de la chanson algérienne, andalouse, des grands mélomanes, bien sûr, et surtout ceux qui ont transmis et su transmettre cette musique savante, bien sûr, à la jeune génération. Donc, vous n'êtes pas seule ce matin? Je ne suis pas seule, et à l'occasion du mois du patrimoine, oui, on rend un grand hommage à une figure emblématique qui a marqué l'histoire du patrimoine national, artistique ou musical. Il s'agit bien sûr... Si je te dis Mzino Daklion. Et bien sûr. Mais oui, c'est une chanson qu'on ne peut pas se passer. La jeune génération a essayé de reprendre cette chanson, mais c'est vrai que si, bien sûr, si cette voix n'est pas présente le jour de l'Eid, on n'apprécie pas. Exactement. Moi, ça me fait rappeler mon enfance, Sbiht l'Eid, l'Hnina, la télévision. Je me rappelle du noir et blanc. Abdelkrim Dali, cette chanson diffusée à travers la radio et la télévision. Je présente d'abord mes invités, mes chers invités, qui sont là pour participer à assister à ce débat et cet hommage très modeste. Madame Wahiba Dali, qui est bien sûr la petite fille d'Abdelkrim Dali. Elle est aussi la présidente de la fondation Abdelkrim Dali. Bonjour madame. Bonjour. Wahiba parce que c'est mon amie. Bonjour à vous. Donc, bonjour téléspectateurs de Canal Algérie. Je suis honorée d'être là. Comme toujours, je suis chez moi. Eh bien, tant mieux, marhaba bik. Marhaba bik, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Et j'ai l'honneur aussi de recevoir... Je ne sais pas comment te présenter. Non, chauffé. Ça fait 46 ans qu'on me fait la même remarque. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et tellement il a un
un parcours très riche que chaque fois je n'arrive pas à le présenter. Commencez par le nom d'abord, voilà. En l'abrégeant pour éviter. Alors, monsieur Talel Chaker Kassini, un habitué de Bonjour d'Algérie, El Hassani, il est artiste, auteur, instrumentiste aussi de la musique andalouse, spécialisé dans la fameuse Quetra que j'adore. Et il a fait partie de plusieurs associations, entre autres Sondousia, Association des Beaux-Arts, l'association Le Bel Art. Il a eu l'honneur de créer une nouvelle Nouba, donc une nouvelle Nouba andalouse dans le mode Rast. Avec Karim Semmar. D'accord. Voilà. Que je salue de passage. Tout à fait, que je salue aussi. Un grand monsieur. Tout à fait. Et j'ai connu le Kassimi à travers Karim Semmar, qui est un grand monsieur aussi. Hein? Oui. Hein? Oui, Karim Semmar, donc il a eu l'idée de créer cette Nouba en la composant. Et j'ai eu l'honneur d'écrire tous les textes qui représentent le socle de cette Nouba, qui est dans le mode Rasad, tout en restant fidèle à la ligne mélodique traditionnelle et en apportant une touche conservatrice, en apportant une touche nouvelle, fidèle à l'authenticité. C'est ça. Voilà. Et donc, poète aussi. Hein. Il est poète, il est auteur, il ne chante pas, dommage. Il n'est pas venu seul à ramener son instrument. Voilà, ma Quetra, ma chère Quetra. Mais on va se régaler aujourd'hui avec des extraits. Je sais que vous adorez cette. Écoutez, j'ai une relation fusionnelle avec le Quetra. D'abord, c'est un instrument qui représente fidèlement l'identité musicale algérienne, du fait que ce soit un instrument typiquement algérien qu'on retrouve nulle part dans le monde, ni chez nos voisins, ni ailleurs. C'est vrai qu'il fait partie de la famille des luths. Elle ressemble plutôt un peu aux luths, mais elle a cette singularité d'avoir un jeu qui est très particulier, qui lui est vraiment propre et qui épouse parfaitement la voix. D'ailleurs, c'est un instrument d'accompagnement par excellence. Et je reviens au fait que ce soit un instrument typiquement algérien, moi qui suis très attaché à mon algérianité. Voilà. C'est un instrument à cordes qui a très bien traversé aussi les âges aussi. Qui a traversé les âges. Nous n'avons pas de date exacte pour situer un peu sa création. Parce qu'on est en plein mois du patrimoine. On s'y est intéressé justement. Nous avons elle est citée, non pas sous le nom de Quetra, mais sous le nom de Kitara, dans les textes andalous que nous chantons. Je donne l'exemple de Attar wal-Oud Rbab Shbab wal-Kitara wa Bint Dinani. Donc le poète, dans ce vers, cite les instruments qui sont présents dans l'assemblée avec sa bien-aimée, wa Bint Dinani, allusion en fait au vin. Donc ça fait partie d'un ensemble en fait qui est indissociable dans nos textes andalous. Il existe aussi un autre texte qui est chanté dans le monde gharib, intitulé Imlaku Osl Khila'a, العود مع الربايب. Très bel instrument. Hein? Voilà. الكتارة مع الربايب والعود والنقر العجيب. Voilà. Et puis dans l'orchestre, on a pu le voir, les archives, on l'atteste à travers les archives, ces instruments aussi ont été présents, tout comme bien sûr les artistes, Allah yarhamhum, à travers ce beau document d'archives algérien. Allah yarhamhum wa yassa alayhum. Donc ce matin, on a voulu rendre un hommage à cette personnalité, une grande personnalité qui est Abdelkrim Dali, natif de Tlemcen, le 16 novembre 1914. Décédé le 21 février 1978. D'accord. Donc, vous venez de rentrer de Tlemcen, vous avez participé à un hommage, bien sûr, en présence d'une pléiade d'artistes à l'occasion du mois du patrimoine. Et cet événement, bien sûr, organisé par la fondation que vous présidez, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, effectivement. Donc, parlez-nous un petit peu de cet événement. On a organisé le 47e anniversaire du décès de Cheikh Abdelkrim Dali, qui a coïncidé avec le mois du patrimoine. Et on voulait Tlemcen parce que Tlemcen, c'est sa ville natale. Et il y a tellement de choses à parler là-bas. Donc il y a une pléiade d'artistes. Ils nous ont dit pourquoi pas cette fois-ci, venez
ici à Tlemcen pour organiser l'événement. Le 47e anniversaire, donc parrainé par Monsieur le ministre de la Culture et des Arts et sous l'égide de Monsieur le Wali de Tlemcen. Donc c'était une journée commémorative. La matinée, il y a eu une exposition une exposition des photos de Cheikh Abdelkarim Dali, d'instruments, des coffrets, de tout ce qu'elle a réalisé. L'exposition aussi. Oui, c'est l'exposition de Cheikh Abdelkarim Dali qui relate son parcours. Tout parcours artistique, donc ce parcours artistique. Et en même temps, il y a eu une table ronde. Dans l'après-midi, il y avait des experts dans le domaine artistique. Il y avait comme Cheikh Boukli, professeur Ben Rabrit, professeur Madame Ben Mansour Sabiha. Il y avait Monsieur Mokhtar Alel de Doran, président de Nahda Doran. Il y avait l'artiste Madame Lila Boursali. Il y avait même le chef d'orchestre Monsieur Bokoura Al-Hadi. Donc on a parlé. Karim Sammar aussi, qui a fait le voyage avec... il y avait tout l'orchestre de la fondation accompagné. Ils ont accompagné Madame Asmaï Chaben, la lauréate du prix Abdelkarim Dali, qui a eu le prix Ramdi Fête. Donc, la table ronde, ils ont évalué, donc ils ont parlé de Cheikh Abdelkarim Dali, le parcours de Cheikh Abdelkarim Dali, en même temps la situation de la Nouba Andalouse. Donc l'école de Tlemcen. Oui. C'est important parce qu'il représentait l'école de Tlemcen. Oui, parce qu'il était d'Alger aussi. Il était le seul, puisqu'il est natif. Il a fait fusionner les deux écoles, donc il a pu se fusionner les deux écoles, le Gharnata et le Sana'a. Je dis que c'était peu parce qu'un après-midi de 2 heures, il y avait beaucoup de choses à dire, donc espérant. Donc nous on dit c'était la suite du colloque, parce que l'année passée on a organisé un colloque international sur la figure emblématique de Cheikh Abdelkarim Dali. Donc on a fait un petit suivi d'un forum. Et on aura, Inch'Allah, la possibilité de... Très bien. Amel, quand on parle d'Abdelkarim Dali, il a commencé sa carrière très jeune, comme percussionniste, n'est-ce pas? Exactement, dans un premier temps. Oui, il avait 11 ans déjà. Il a commencé à 11 ans, il a commencé comme percussionniste. Oui, effectivement, avec l'orchestre de Abdelsalam Bensari. Qui est le cousin de Cheikh Larbi Bensari. D'accord. Oui. Et après, il a terminé, donc il a, avec l'orchestre de Amar Bakhshi aussi, où il a pu voyager. Il est venu ici à Alger, il est parti en Tunisie, donc en France. Donc il a pu sillonner un petit peu oui, effectivement. Je dis, c'est un grand maître. Donc quand on voit, quand on l'écoute, c'est un génie. C'est un génie. Il a laissé tout un patrimoine, plus de 700 heures enregistrées entre la radio, la télévision algérienne et l'Institut supérieur de la musique. Et c'est le but de la fondation de sauvegarder, perpétuer son patrimoine. Le fait de faire sortir des coffrets, des inidées de Cheikh. Déjà, on essaye à fur et à mesure de connaître, de donner cette possibilité aux associations culturelles, musicales andalouses de connaître Abdelkarim Dali par ses coffrets, parce que nous, on connaît, donc le peuple algérien connaît Abdelkarim Dali par la chanson. Cette chanson qui passe emblématique, gravée dans la mémoire après 55 ans, c'est plus de 55 ans, donc même s'il y a d'autres artistes qui ont reproduit, donc ils ont repris cette chanson, mais il faut toujours incroyable d'écouter Cheikh Abdelkarim Dali, sa voix, donc très jeune aussi, très jeune. Vas-y, Amel. Non. Très jeune, il a formé son orchestre. Alors pour ajouter de l'eau au moulin de Wahiba, donc c'était sous son maître, Cheikh Omar Bakhshi, qu'il a appris à jouer à l'ensemble des instruments. Exactement. Et d'ailleurs, il s'est distingué par son jeu très élaboré du luth, le oud. C'est un luthiste hors pair. Franchement, à cette époque-là, on ne connaissait pas un luthiste de son niveau. Et il touche absolument à tout. Que ce soit l'alto, que ce soit le rebeb, le kwitra,
Dans les années 30, il a rejoint l'orchestre de Cheikh Khatitma. Donc là, il était encore à Tlemcen, parce qu'il est venu à Alger en 1947. Donc il avait accompagné Cheikh Khatitma dans tous les événements, les concerts et l'Aras. Et donc il est venu s'installer en 1947 à Alger, juste une année après la création de l'orchestre de la station de la radio, en 1946, sous la baguette de Cheikh Mohamed El-Fakharji. D'ailleurs, il avait intégré l'orchestre de la radio. Et là, on voit un peu la passerelle entre l'école de Tlemcen et l'école d'Alger, même si je suis contre l'appellation école. Moi, j'estime que c'est une seule et unique école, mais ce sont des styles et des différents, c'est tout. Donc, la passerelle, la transition s'est faite de Tlemcen à Alger avec une ingéniosité remarquable. Il est, je dis bien le seul, qui a pu et su maîtriser à la perfection le répertoire tlemcenien et celui d'Alger. Et ça, je l'ai dit une fois dans un commentaire sur un réseau social. Je me suis dit, s'il avait vécu à Constantine, 2 ou 3 ans ou 4 ans, il aurait maîtrisé aussi le patrimoine constantinois. Et là, il aurait bouclé la boucle. Donc nous sommes en face d'un génie. Franchement, un génie. D'un maître, puisqu'il a su aussi faire voyager cette musique. Et encore au jour d'aujourd'hui, il l'a légué à cette jeune génération. Encore une fois, c'est ce qu'ils ont comme lourd peut-être cadeau, parce qu'ils devront aussi continuer les enregistrements. C'est ce que vous faites, vous, les artistes et les interprètes, aujourd'hui, à pouvoir donc sauvegarder de cette façon la musique et les textes andalous. Exactement. Et puis, il ne se limitait pas au patrimoine local, j'allais dire. Il touchait même à l'oriental. Oui, exactement. Il était un amoureux de la chanson orientale. Il faut chanter Keltoum. Keltoum, il a chanté même Mohamed Abdel Wahab. D'ailleurs, moi, j'ai une vidéo où il chante Mohamed Abdel Wahab d'une façon sublime, extraordinaire. Et puis, sa façon de jouer aussi le oud, elle est vraiment formidable. En tout cas, moi, j'ai envie d'écouter quelque chose pour nous essayer de nous faire rappeler Lioum Abdelkarim Dali à travers alors j'ai vu tout à l'heure travers la Quetta. Oui, bien sûr, avec plaisir. Juste avant notre passage, comme par hasard, j'ai vu donc vous avez mis en ligne d'Ahmed Al-Achour, accompagné du grand maître Abdelrazak Fakharji, qui est le jeune frère de Mohamed Fakharji, qui a pris son relais, et ils ont interprété un chambar araq, dans le mode araq, que j'affectionne en particulier. Donc, c'est ce que vous allez nous offrir ce matin. Ben, écoutez, oui, voilà un petit extrait de ce chambar araq. C'est un petit peu. Il est encore long. Hein. يقولوا aussi que الحاج عبد الكريم دالي aussi il était proche de الحاج محمد العنقا. Il était proche de tous les musiciens, de tous les chanteurs. Il avait une ouverture d'esprit artistique qui est propre au grand shir.
Ce n'était pas quelqu'un de renfermé dans son style. D'ailleurs, il était discipliné, mais il avait une ouverture d'esprit, une ouverture d'esprit artistique. D'ailleurs, on a cité le meilleur exemple, le fait de toucher à la musique orientale. Je pense que ça en est le meilleur. La meilleure preuve, voilà, le meilleur exemple. Et j'imagine que pour l'exposition, les objets anciens, vous en avez chez vous. Hein, vous nous avez montré une fois donc, son violon. Oui, on a mis quelques instruments de Cheikh Abd Karim Daly, son violon, son alto, son luth, le derbouka, la première derbouka qu'il a utilisée Cheikh Abd Karim Daly, Ben Has. Donc on la garde toujours. Et donc pour montrer et donner cette valeur au Cheikh Abd Karim Daly, qui a touché, comme il a dit Chahine, mon ami, il a touché à tous les instruments. Ces objets n'ont pas de prix aujourd'hui. Ah non, on ne peut pas les vendre, c'est pas possible. C'est un patrimoine. C'est inestimable. Comme il a dit Chahine, on ne peut pas les vendre, c'est pas possible. C'est un patrimoine. Exactement. Et Wahiba, elle fait un travail excellent. Vraiment bravo, félicitations pour tout le travail que vous faites concernant la préservation du patrimoine culturel. Mais vous n'avez jamais essayé de chanter, Wahiba? Non, pas vraiment. Non, mais vous avez chanté quand même. Oui, je suis comme plusieurs fois. Oui, j'étais dans une association. Avant, j'étais à la Sindoussia. Donc, avant la Sindoussia, j'étais au conservatoire de Bermorad Raïs. Après, c'était l'association Sindoussia. Et de l'association Sindoussia, c'était l'association Cordoba, sous la baguette de Najib, mon ami. Donc, et comme j'ai tellement de choses à faire à la fondation, donc j'ai un petit peu pas le temps. Mais je vais essayer de trouver. Non, tu vas essayer aujourd'hui pour chanter. Donc, ça sera la chanson On termine en beauté. C'est une chanson. Non, encore le temps. La chanson Sahaïdkoum, c'est une chanson emblématique qui reste gravée dans la mémoire de tous les Algériens. Donc, on va essayer de la chanter, Mac. On va t'accompagner et bien sûr il va t'accompagner avec la cuitra, notre ami Chahine, n'est-ce pas? Oui. Ah, très bien. Donc l'information bravo. مزين نهار اليوم صحايدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم مزين نهار اليوم صحايدكم مزين نهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا مع ناس العاصمة نبقى ودايما زاهيين في هذا اليوم مزين ونهار اليوم صحا عيدكم. Bel effort en tout cas, merci beaucoup. C'est un bel effort. Et Chahine, je n'insiste pas, اليوم ما تغنيش. Ah non, c'est la déclamation de poèmes. Je préfère déclamer les poèmes, je préfère parler, mais surtout pas chanter. Jouer surtout. Très bon musicien. Qu'est-ce que vous nous proposez ce matin? Ah ben écoutez, là vous prenez un peu au dépourvu. Je n'ai pas spécialement prévu quelque chose. Peut-être que vers la fin, il aura peut-être à y réfléchir. On a encore quelques minutes encore avant de terminer cette rubrique. C'est vrai de parler beaucoup plus donc de savoir transmettre et savoir aussi léguer la musique et ce patrimoine musical à cette jeune génération. Aujourd'hui, cette musique qui reste indémodable. Hein. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent toujours au cherbi comme à l'andalou et qui reste une école parfaite pour pouvoir apprendre la musique. Effectivement, quand on voit maintenant les familles, ils ramènent leurs enfants pour la formation. Donc, ils essayent de former leurs élèves, les enfants plutôt à des associations, dans des associations culturelles andalouses. Donc, on a même la fondation
par le biais du prix Abdelkrim Dali, on valorise, on donne l'opportunité aux jeunes talents. Voilà. Donc, comme cette quatrième, la quatrième, la lauréate du la quatrième édition. Donc, on a fait sortir l'album Madame Esma et Chaban. Donc, on est à la quatrième édition. On va préparer, Inch'Allah, la 5e édition. Donc, cette 5e édition, elle aura un petit peu de nouvelles stratégies, nouvelles volets, nouvelles touches. On a hâte de découvrir tout cela. Oui. Effectivement, pour donner l'opportunité aussi à l'école de Constantine, parce que, par exemple, on a eu quelques candidats de l'école de Constantine, mais lors du concours, ils ont interprété la Nouba de la Sanaa, donc de l'école de Sanaa. Donc on voulait, donc cette fois-ci, par exemple, on veut que l'école de Constantine participe, l'école de l'Ouest, quand on dit l'Ouest, c'est Renaté, et l'école d'Alger. Bon, l'école d'Alger, rien à dire, donc c'est toujours l'école d'Alger qui est à la une. Ça vous permet encore une fois de retrouver des voix, encore une fois de découvrir aussi des jeunes talents, que ce soit dans l'interprétation ou l'exécution aussi donc instrumentale. Du chant. Oui, effectivement, on voit toujours, parce qu'on voit donc dans les écoles, donc dans je dis l'association musicale, la classe supérieure, on voit qu'il y a des voix magnifiques, mais ils sont toujours là avec l'association, avec l'orchestre de l'association et la fondation, donc elle donne l'opportunité d'être d'être porté par une association effectivement. Et d'un orchestre. Et faire professionnel. Ils peuvent sortir en soliste. Et parce que donc cette fois-ci, Madame Chaban et Esma a pu chanter avec Bahja Rahel, mois de Ramadan, la soirée de Madame Bahja Rahel, Madame Lila Borsali. On était même à Montpellier. Donc je remercie énormément Monsieur Houti et Madame Lila Borsali pour donner l'opportunité à cette jeune Asma de se produire à côté d'un public algérien. Il y a eu aussi une bonne dédicace durant lors de l'événement, la cérémonie de l'hommage. Donc on a vu que le public tlemcenien a aimé le chant de Asma, accompagné d'un orchestre professionnel où il était Monsieur Chahine avec nous, donc dirigé par Silhadi Boukoura, que je remercie énormément. C'est ça, donc on essaie de donner cette opportunité à ce jeune talent. Je voulais juste dire, Amel, que c'est bien beau de parler de ces piliers qui ont marqué l'histoire du patrimoine culturel. Hadj Mohamed Al-Anqa, Abdelkrim Dali, Boujma Al-Anqis, Hadj Mohamed Tahar Fergani. Il y a aussi cette génération, on parle en ce moment de Asma Chaban, qui a une voix sublime, elle a une voix extraordinaire. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'on a assuré aujourd'hui la relève? Ce qui nous intéresse, c'est d'assurer une autre relève pour continuer le parcours et le combat aussi pour notre patrimoine culturel. Je pense que la relève, elle est assurée comme elle a été assurée par nos prédécesseurs, à l'image de Cheikh Abdelkrim Dali. Et là, je profite de cette occasion pour citer l'un de ses illustres élèves, qui est Cheikh Nourdine Saoudi. On a perdu il y a pratiquement une année. J'aimerais aussi rendre hommage à un grand chir, l'un des élèves de Cheikh Abdelkrim Dali, qui est très discret, Ami Abdelkader Rizqallah. Voilà, qui était à la tête de l'orchestre de la station, très humble, très discret, un grand maître, qui est actuellement enseignant, professeur au conservatoire. Et donc, il y a un travail si vous voulez, de continuité, de transmission. Cet art, cette musique savante, elle nous a été léguée par nos prédécesseurs. Et là, nous voyons qu'il y a une relève sûre et qui donne espoir. Et on sait que cette musique, de toute façon, c'est mon impression. J'ai l'impression que cette musique, elle est entre de bonnes mains. Tant mieux. Elle est entre de bonnes mains. Quand je vois l'exemple de Esma Eid Chaban, qui est venue de Mostaganem, de l'association Imbaja,
dirigée par Cheikh Faisal Ben Nassima Hafaf. Nassima Hafaf aussi, lauréate du prix précédent. Il y a beaucoup de noms. Qui est encouragée et soutenue par Madame Behjar Hal. Oui, oui. Voilà. Ben, on est déjà arrivé à la fin donc, de notre émission. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de parler donc, de transmission, de musique arabo-andalouse et surtout de beaux hommages comme ceux que vous avez organisés et que vous continuez toujours à organiser. On va continuer, on va se quitter avec vous, peut-être en instrument, oui. En instrument ou en poème? On vous laisse l'instrument, on va peut-être écouter l'instrument. Et puis sinon, quant à moi, je vous dis merci, mais avant, je voulais juste annoncer que la 14e édition du concours national du jeune architecte, bien sûr, la Charrette d'Or, est organisée cette fois-ci à Annaba. Et donc, ça sera donc la finalité, ça sera donc le 2 mai. Voilà, c'est tout. L'information est passée. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Wahib Adali. Merci à vous, donc Monsieur Hassani, d'être parmi nous. Et Amina, merci comme à chaque fois. À bientôt. Chaque lundi et chaque samedi parmi nous dans la rubrique patrimoine. Voilà, on est arrivé à la fin. Et surtout, on félicite Kalian Emour pour sa médaille. On était bien sûr très fiers. Donc, merci beaucoup à vous tous. Excellente journée. On laisse bien sûr apprécier la musique. Au revoir.